Chers amis et chères amitiés particulières, ce soir nous allons faire l'émission dont vous aviez toujours rêvé, l'émission que personne encore à Radio Liberté n'avait osé faire, puisque nous recevons Christian Combaz, qui est romancier, Bonsoir. essayiste, journaliste, pilote et célibataire. Oui, à peu près dans cet ordre. Ou dans un autre ordre inverse. Non, parce que on m'a souvent fait le coup, surtout des gens comme Gisbert, etc., du journaliste, etc. Je suis évidemment d'abord écrivain, et voilà, c'est une façon de juger, et de monter sur une marche un peu plus élevée à laquelle je tiens, évidemment. Alors nous avons comme chroniqueuse ce soir Samia. Bonsoir. Bonsoir Samia, c'est la deuxième fois que tu viens à ce micro. Oui. La première fois c'était avec Alain Pocard, donc ce soir c'est beaucoup moins risqué pour toi. Et Samia, tu es étudiante en théologie à l'Institut catholique. Tout à fait. Et tu ne fréquentes que donc des prêtres et des futurs prêtres. À peu près, oui. Et tu pourras nous raconter toutes les anecdotes croustillantes sur ces gens. Merveilleux. Alors, à André Gide qui lui reprochait d'avoir fait reculer la question homosexuelle de 50 ans, Proust répondait « Pour moi, il n'y a pas de question, il n'y a que des personnages ». Christian Combaz, vous diriez l'inverse, vous. Contrairement à Renaud Camus, pour vous, il y a une question et vous avez beaucoup écrit dessus. Oui, mais surtout, je m'étonne que certains personnages ne soient jamais évoqués, jamais cités. Moi, ce qui me pose un problème dans cette histoire de présentation sociale de l'homosexualité par la société libérale, c'est leur façon gay pride d'aborder le problème. Moi, dans mon œuvre et dans mes essais, j'ai toujours montré qu'il existait des homosexuels qui se levaient à 5 heures du matin, qui détestaient leur mère. Il en existait qui détestaient leur mère, qui adoraient leur père, qui n'avaient aucun goût pour l'opéra, dont l'appartement était très minablement meublé, et qui vivaient une existence de ce type avec des gens souvent de leur âge ou pas loin, toute leur vie, pendant 50 ans, le genre Edgar Hoover. Vous avez vu ce film ? Il y a donc des homosexuels de type militaire. On compte d'ailleurs beaucoup de militaires parmi eux. Et aussi de prêtres. C'est là que les affaires récentes du Vatican méritent aussi au plus haut degré. C'est que la presse, disons-le, un peu franc-maçonne, mais oui, un peu, qui n'aime pas le catholicisme oui. Par définition, va en faire des tonnes sur la pédophilie dans l'Église, alors que quand vous analysez le phénomène, ce qu'ils appellent pédophilie concerne la plupart du temps des gens qui ont passé la puberté. La plupart du temps, c'est-à-dire dans 99% des cas, ils ont passé la puberté. Donc j'aimerais bien qu'on revienne à la sémantique. Quand on parle de pédophilie, on parle d'enfants non pubères. C'est tout. Oui. Bon. Il y a plus de nécrophilie finalement dans... Donc c'est ahurissant. Donc déjà, il y a une altération sémantique de nature idéologique en première page du point. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour desservir qui ? C'est là que on est bien obligé d'admettre que la campagne relative à la pédophilie à propos de l'Église, c'est une campagne idéologique de combat. Et vous nous raconterez dans la seconde partie de l'émission comment finalement vous avez presque un peu vécu San Francisco au Vatican et finalement... Je ne suis pas le seul, puisqu'un livre épais comme ça vient de paraître à ce sujet. Ouais. J'ai écrit moi-même un livre de jeunesse, puis il y aura bientôt un livre de vieillesse sur des questions voisines, car j'ai fréquenté un peu des gens remarquables d'ailleurs au Vatican, mais du genre de ceux qui se levaient à 5 heures et qui n'avaient pas beaucoup de plaisir dans l'existence. Alors, on va repartir du début. Votre livre « Les âmes douces », où vous expliquez l'homosexualité d'un point de vue génétique, d'un point de vue... Et pour répondre à un mystère darwinien, c'est-à-dire les girafes qui avaient des petits coups ont disparu parce qu'elles ne pouvaient pas accéder aux hautes feuilles, et donc seules les girafes à grands coups sont restées. Et les homosexuels sont un mystère du point de vue darwinien. Ils auraient dû normalement disparaître au fur et à mesure des siècles. Or, l'évolution les a maintenus. Et la question que vous posez dans votre livre, c'est l'évolution ne fait rien au hasard, et pourquoi l'évolution les a maintenus ? D'abord sur tous les continents, dans toutes les cultures, et surtout au même pourcentage. Au même pourcentage. Alors, on peut discuter sur l'évaluation du pourcentage, je m'en fous totalement, mais en un pourcentage incompressible. Alors donc, pour écrire ce livre, je me suis aidé d'un ami nommé Jacques Balthazar,
qui est un zoologue généticien belge, très diplômé, et qui a écrit un livre remarquable, mais un peu ennuyeux, qui s'appelait « Origine biologique de l'homosexualité », et qui a accepté de réfléchir avec moi. Et nous l'avons fait, moi évidemment, comme écrivain, en passant par l'histoire, en passant par la génétique de certains personnages historiques comme Frédéric II de Prusse, et toutes les théories de zoologue pratiquement qu'il m'énonçait, puisque l'homosexualité est un phénomène qu'on observe chez les animaux. Donc c'est un phénomène d'ordre purement naturel. Par exemple, tous les éleveurs de moutons vous diront qu'il y a des béliers qui sont impossibles à faire reproduire. Il y a des poissons clowns aussi qui changent de sexe en Australie. Non, mais là, il y a des béliers, il y a 10% de béliers, ce qui est quand même beaucoup, qui sont impossibles à reproduire. On est obligé d'utiliser des subterfuges. C'est quand même amusant. Bref, tout ça pour dire que ce monsieur a étayé mon propos, qui était au départ purement littéraire, de choses très très précises. Il y a des lignées d'homosexuels. Ce que savent tous les gens qui ont un peu de culture classique et qui ont lu Proust, par exemple. Dans Proust, on voit très bien que dans certaines familles, il y a des homosexuels de père en fils. Moi, j'ai été élevé parmi les aristocrates de la colline de Chaillot à Paris il y a fort longtemps, maintenant. Et on savait, j'ai certains amis qui sont encore membres du Jockey Club, on savait dans certaines familles au 19e qu'il y avait de la folie, où il y avait de l'homosexualité. Bien sûr. C'était connu. Donc c'est tout simple. Quand une fille commençait à convoiter un garçon... on lui disait attention, dans cette famille, il y a ça et ça. Donc l'aspect génétique de la question était inclus dans les comportements sociaux en Europe. À cause du libéralisme américain qui veut que tout le monde ait les mêmes chances et qu'il n'y ait pas de génétique, on a fini par occulter de force cette question de la prédisposition natale. Or, en matière d'homosexualité, les travaux scientifiques les plus récents penche très nettement, s'ils n'ont pas réellement découvert le poteau-rose, penche très nettement en faveur d'une prédisposition totale, activée ou non, c'est-à-dire apparemment il y aurait un marqueur génétique qui serait comme un interrupteur. L'expérience pourrait activer ou non, mais parfois il n'y a pas besoin d'activer l'interrupteur, c'est fait dès le départ. Ce qui veut dire qu'il y a un imaginaire de type homosexuel dès l'âge de 3 ans et demi. Oui, et alors ce qui est très étonnant, c'est que le pape, pour déjouer la théorie du genre, il fait paraître un lexicon, où en gros il expliquait qu'on ne devenait pas homme ou femme, on naissait homme ou femme. Oui. Et ça a mis en quelque sorte le verre dans le fruit, parce que derrière il y avait la question, mais pourquoi alors si on est homme, pourquoi on naîtrait pas homosexuel, et pourquoi on deviendrait homosexuel ? Absolument. Et donc ça, alors c'est vrai hélas pour plein de choses. On est en train de vous dire qu'on peut être dans une lignée de femmes qui ont un cancer du sein à 35 ans. Que le déterminisme génétique va jusque-là. De mère en fille, on peut avoir un cancer du sein à 35 ans et en plus du même côté. Et on nous dirait que quand votre grand-oncle l'était, alors là, en plus, grâce aux travaux de mon ami belge, ça passe très souvent par les frères de la mère ou les oncles de la mère. Donc c'est du côté masculin maternel. Dieu sait pourquoi. Enfin, lui, il le sait, il a tenté de me l'expliquer. Bref, pour résumer, parce qu'on va se perdre dans les détails, la théorie commune à laquelle nous sommes arrivés, une conjecture un peu de ma part, mais il m'a dit que c'est pas stupide ce que vous dites, parce que ça mérite d'être creusé. C'est que l'homosexualité est en fait une même action d'un même curseur sur la ligne de l'exposition aux hormones mâles. In utero, évidemment. C'est-à-dire que, en gros, ceux qui ont été trop exposés aux hormones mâles deviennent des surmâles, c'est-à-dire, mais également les femelles. C'est-à-dire que certaines femelles ayant été trop exposées aux hormones mâles, ayant trop surréagi à ce bain d'androgène, hormonal, deviennent de ce qu'on appelle des homosexuels, des lesbiennes dures. Donc ça devient par exemple des aviatrices de l'entre-deux-guerres. Je ne sais pas si vous avez vu les portraits photographiques, mais c'est ahurissant. Et elles ressemblent toutes à des gendarmes. Oui, tout à fait. Bon. D'ailleurs, vous expliquez, on en parlera après, comment finalement les lesbiennes
et les militaires ultra virils qui finissent par être homosexuels sont finalement du même type. Absolument, absolument. Et je connais bien les uns, c'est-à-dire je connais bien les militaires et les prêtres un peu durs, Oui. un peu moines, par exemple. Et ben c'est des gens qui ont d'abord qui sont extrêmement durs à la douleur, etc. Ils n'ont aucune espèce d'hédonisme, mais ils le regrettent d'ailleurs. Ils sont incapables d'imaginer. Enfin, par exemple, pour avoir de la bonté pour quelqu'un, c'est un effort intellectuel. Bien sûr. Et les lesbiennes n'ont pas la réputation d'être sympathiques. Quoi. Non, ça non explique plus, tout. non plus, Voilà. absolument. Tout devient cohérent. Là. Absolument. Alors, pareillement, quand le curseur descend, Oui. ça donne des homosexuels de type un peu plus masculin, de type un peu plus haute couture, Oui. jusqu'à tomber carrément à Jean-Paul Gaultier. Mhm. Et quand ça descend chez les femmes, ça donne Ariel Dombal, qui, elle, est quand même très très peu Oui. soumise aux androgènes. Oui. Mais allez, d'ailleurs, vous aviez fait pour ça, est-ce que je me demande, est-ce que ce serait le type 1 ou le type 2 ? Vous aviez fait dans le Figaro un portrait d'Alain Delon Oui. et vous avez écrit une lettre en disant merci beaucoup, vous avez compris beaucoup de choses sur moi. C'est vrai, mais je faisais pas de rapport avec cette question chez Alain Delon. Je disais simplement, je disais simplement qu'Alain Delon n'avait aucune envie d'être un acteur de cinéma au départ. Ce qu'il voulait, c'était être puissant dans une société de puissants. Et que s'il avait fallu devenir homme d'affaires, il le serait devenu. D'ailleurs, il l'est devenu après. Mais je me gardais bien de faire le moindre rapport entre la question et Alain Delon dans le Figaro. Ah oui. C'est bien. Il veillait beaucoup à cette question. Mais alors, finalement, c'est assez intéressant de voir les caractéristiques que vont avoir chacun. Et ceux qui vont être du type 1 vont parfois, c'est-à-dire les militaires, ceux qui se lèvent à 5h du mat', qui peuvent vivre dans un taudis qui sont pas drôles, vont être très doués pour les maths, vont parfois être à la limite de l'autisme. Alors justement, nous sommes là dans la quantification de ce que je décris. C'est-à-dire qu'en gros, malheureusement pour le système libéral, il y a des marqueurs qui montrent que on peut soupçonner cet aspect génétique chez des gens qui sont calculateurs prodiges, parce qu'en gros, il est très très rare, objectivement, il n'est pas très rare. En majorité, les calculateurs prodiges, ceux qui récitent les racines carrées ou qui font le nombre pi pendant 3 heures devant l'université de Cambridge, ceux-là sont homosexuels en plus. Ils sont aussi tous gauchers. Il y a un certain nombre d'éléments concomitants qui, évidemment, militent énormément en faveur d'une signature génétique. Bien sûr, et d'ailleurs, on peut aller plus loin dans la génétique. Et il est maintenant important de mesurer les index. On commence à mesurer les tailles de crâne, c'est inquiétant, mais c'est très vrai. Ça paraît une stupidité, cette histoire. Mais mon professeur de génétique belge l'explique parfaitement. Et je me suis livré à un jeu amusant. Donc, vous savez, lors de la cérémonie d'investiture du pape François, ils viennent tous signer un registre. Et ils mettent leur main gauche sur le plat de la feuille pendant qu'ils signent avec la main droite. Et c'était filmé d'en haut. Et j'ai regardé le défilé de la centaine de cardinaux. Effectivement, ce qui est très amusant, c'est que le nombre en fait, c'est simple. La masculinité exagérée s'exprime par un index beaucoup plus court que les autres doigts, et notamment l'annulaire. Une sorte de féminité... comment dire ? Quand l'index et l'annulaire sont identiques, enfin sont de hauteur identique, apparemment il y a équilibre. Et en gros, nous avons fait, puisqu'avec ce médecin, nous avons fait un graphique dans le fameux livre. Je me souviens plus très bien des détails. Je vous résume, j'ai fait 2 lignes là-dessus. Alors, l'index masculin est toujours plus court chez l'homme. Et chez les femmes qui sont lesbiennes, homosexuelles, l'index masculin va être plus court et donc plus proche des hommes. Et chez les homosexuels hyper masculins, de type 1, donc militaire, etc., il va être encore plus dur et petit. Voilà. Ils vont avoir des mini-index. Alors, voilà. Oui, ça se vérifie assez. Alors, ce qui est très amusant, c'est dans la vie sociale d'observer ça quand vous allez à un dîner. Oui. Bon, évidemment, ça n'est pas une règle d'airain, mais il y en a une autre que m'a donnée mon professeur qui est absolument fascinante, c'est la règle de l'équilibre chez les rats. Chez les mammifères en général, quand le mâle est trop violent ou trop gros. La femelle, par précaution, n'engendre que des femelles quand le mâle est trop gros ou trop violent. Ah oui, ça c'est génial. Ça, on va absolument en parler parce que ça explique pourquoi les hommes de droite ne font que des filles. Alors justement, ça explique aussi pourquoi les militaires, à l'époque, parce que comme je vous le disais, j'ai beaucoup fréquenté les militaires dans une génération où ils faisaient plein d'enfants. Oui.
Et donc, c'était pas des militaires marrants, c'était le genre de la génération du frère de Mitterrand, vous voyez. Et donc, c'était des gens qui avaient généralement 5-6 enfants. Les militaires les plus rudes, les plus vraiment casqués, disons, avaient tous des filles. Oui. Et ceux qui étaient mous, un peu, oui, genre on va discuter, le genre Alain Souchon, avaient tous des garçons. Ça, On pourrait faire un slogan « Bat ta femme pour faire des filles ». En fait, là, en gros, les rats, en tout cas, qui sont menacés, ben, l'idée est toute simple, c'est que instinctivement, une femelle qui sent que le mâle est trop rude pour ne pas tuer ses enfants mâles, ce qui se passe dans le règne animal, elle va avoir tendance, pour ménager l'espèce, à ne fréquenter que des femelles, à n'enfanter que des femelles, de manière à ce que le mâle trop violent ne les tue pas. Et au contraire, par exemple, les femmes qui fument ou prennent des amphétamines feront des lesbiennes. Alors ça, je ne sais pas, mais c'est un professeur. C'est un professeur. Ça, c'est un. Pas loin là. Non, c'est un professeur dont j'ai oublié le nom, qui est un fou très décrié, mais quand même très circonstancié. C'est un professeur de médecine qui est hollandais et qui a écrit un pavé sur ce sujet. Alors, sans aller jusqu'à ce détail-là, on peut être certain que le comportement de la mère a une influence déterminante sur le devenir, sur l'être de l'enfant à venir. Oui, mais en fait, ce qu'il voudrait presque dire, c'est les familles finalement qui sont finalement les moins rigides vont faire des enfants beaucoup plus virils et beaucoup plus rigides eux-mêmes. C'est un peu ça l'idée. C'est pas entièrement vrai, puisque j'aimerais bien voir, par exemple, Alain Souchon a fait beaucoup de fils, et des tas de gens comme ça, des gens très allô, maman, bobo, font des fils, qui ne deviennent pas nécessairement militaires. Oui. Mais il y aurait là, de toute façon, comme une loi de compensation de la nature. Alors, la chose aussi, c'est l'objet d'une étude après la guerre en Allemagne. Le nombre d'homosexuels a été bien plus élevé, paraît-il, dans l'Allemagne d'après-guerre, à cause de la violence endurée par les femmes pendant les bombardements de Dresde, etc. Et donc, je ne sais pas sur quoi se fonde cette étude, enfin, si elle est valable, mais on comprend très bien que les femmes soumises à la violence pendant la période de la gestation face des hommes, alors là, en l'occurrence, c'était des homosexuels, c'était pas des femelles, des hommes de moindre agressivité à cause de l'agressivité qu'elles subissent pendant la gestation. Agressivité d'ordre général, parce que le bombardement de Dresde, c'est une agressivité diffuse. Disons. Oui. Alors, d'ailleurs, on avait fait cette parenthèse, mais pour revenir aux doigts, il y a aussi la façon de croiser les doigts qui est essentielle. Alors ça, c'est fascinant. Alors, est-ce que, on va faire un test. Samia croise les doigts, comme ça. Non, croise les doigts. Que dites-vous, Christian Combas? Alors, je me souviens plus Est-ce un homme ou une femme? femme? Non, je me souviens plus de l'ordre. Rassurez-moi. Voilà, moi, je croise naturellement les doigts avec l'index de la main gauche au-dessus. Ouais. Ce qui est plutôt féminin. Ah. Étonnant. Oui. Ah oui, attention, il y a aussi plein d'hommes de pouvoir, etc., le pape François, qui font la même chose. Poutine fait la même chose. Oui. Alors ça, vous voyez ça, c'est très amusant, vous voyez ça sur les photos d'actualité, très souvent, ils le font. Donc je rappelle, le principe plutôt féminin, le cœur plutôt féminin, c'est exactement la sensibilité plutôt féminine, c'est quand l'index de la main gauche domine quand on croise les doigts. Domine, c'est-à-dire est le premier au-dessus. Moi, c'est gauche ou droit, donc? Vous, c'est gauche. Ah. Donc Vous, c'est pareil. droite. Et toi, c'est droite? Oui. Donc ça veut dire que vous êtes une femme plutôt dominante. Mais ça va pas plus loin que ça. Enfin, plus loin. Mais c'est pas étonnant. Nous ne sommes Oui, pas c'est- oui, étonnés. oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas étonnés. Mais alors, de toute façon, une chose est certaine, c'est on peut le raffiner, mais une vérité absolue quand on fréquente ce genre de professeur là, allez voir sur internet son œuvre, là, son livre, qui est disponible en numérique. Il est hyper sérieux. Quand on fréquente ce genre de gens, on s'aperçoit que les déterminismes sont innombrables et que le rapport entre le comportement sexuel, la latéralisation, c'est une chose considérable. Par exemple, il y a bien plus de gauchers chez les hommes que chez les femmes. Ah oui. Oui, je suis d'accord. tout à fait. Et pour quelle Absolument. raison? Bien sûr, oui. Personne ne se pose ces questions-là. Alors, tout ça pour en revenir à la question que je voulais traiter, parce que c'est la première fois que je la traite, disons un peu... Non, mais un peu plus publiquement. Oui. Je veux dire, j'aimerais en faire un débat, et j'aurais aimé que le livre Sodoma, qui vient de paraître, un grand renfort de publicité, évoque cette question vaguement. Si l'homosexualité est d'origine génétique, mettons à 80%, c'est un véritable Nuremberg de la question que nous allons assister. Car de quel droit nous bassine-t-on à travers les siècles, depuis des siècles,
avec la criminalisation de quelque chose qui finalement est assimilable à la poliomyélite. Enfin, plus exactement, non, mais aux yeux bleus, en tout cas, ou au caractère gaucher. Donc, il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit d'un caractère probablement acquis. S'il est acquis, je ne vois pas au nom de quoi on emmerde ces gens depuis tant d'années, depuis tant de siècles. Donc il y a un moment où il va falloir revenir vers l'histoire. Et l'Église, j'aurais aimé que l'Église, qui en comporte autant, car elle en comporte énormément, nous le savons désormais, plus de 50% pour des raisons évidentes d'empilement à travers les générations. Mais oui, c'est-à-dire que à partir du moment où on se fait traiter je lisais encore dans ce livre paru récemment, La Sodoma, le témoignage d'un prêtre espagnol qui disait « Dans ton village, quand tu te fais traiter de mariposa une fois ou deux, tu passes au séminaire tout de suite pour avoir la paix. » Donc en fait, c'est ça. C'est que le séminaire était devenu un refuge contre les gens qui disaient « Et alors, tu te maries quand ?» Et puis etc. Contre une vie normale, quand on ne sentait pas qu'on avait une vocation à avoir une vie normale. Donc à la fin, c'est normal que ces gens finissent au séminaire. Et donc ils y apprennent énormément, ils sont souvent d'une intelligence supérieure, ils se retrouvent entre eux, ça aussi c'est assez normal. Et là, on a atteint un point d'affrontement, qui est que les rares, les 30 ou 40% qui restent, le Jean-François, qui lui n'en est pas, s'énervent, font des enquêtes autour d'eux, François va essayer de faire le ménage autour de lui, s'est aperçu que s'il faisait le ménage, il ne restait plus personne. Donc au bout d'un moment, si vous virez tout le monde pour ces raisons-là, il ne vous reste plus de Comtal, plus de grands chambellans, plus de... Vous voyez, vous ne pouvez pas faire ça. Donc... ce que j'aurais aimé, c'est que, ayant pris conscience de cette pyramide, le pape, les autorités un peu scientifiques autour du pape disent « Tiens, si l'Église se saisissait de cette question de la génétique, si par précaution, par honnêteté, l'Église avait l'initiative, pour une fois, de dire « Est-ce que nous aussi, nous ne nous serions pas gravement trompés sur le phénomène, sur sa nature? Est-ce que nous n'aurions pas été coupables d'injustice à travers l'histoire, quand notamment Bernardino de Sienne montrait qu'il fallait les écarteler, les émasculer, les brûler en place publique au XVIe siècle Saint Bernardino de Sienne, qui est toujours honoré comme saint. Si l'Église, par exemple, avait la bonté de nous dire « Désolé, il y a une poignée de saints, pas beaucoup, 4, 5, qui ont appelé au meurtre pour ces raisons-là, et un saint qui appelle au meurtre, nous, ça nous gêne en tant qu'Église, donc on les dégrade. » Mais ils n'ont pas dit ça. Et alors, le lien est malheureux entre les deux, il n'y a pas de lien, je ne fais aucun amalgame. Mais est-ce que dans le même temps, on pourra dire aussi que la pédophilie est génétique et que c'est là aussi du domaine de l'inné? Alors, moi, personnellement, je le pense, c'est-à-dire, c'est un marqueur qui s'active à la naissance ou dans l'enfance, mais les pauvres gars n'y sont pour rien. La seule chose, c'est que les pauvres gars n'y sont pour rien non plus quand ils ont un comportement d'assassin. Mais la société n'a pas à savoir si les gens sont responsables de ce qu'ils sont devenus. Elle a à savoir s'ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. C'est pas pareil. Donc en gros, si la société est assez rusée pour imposer un mode de comportement comme obligatoire, c'est-à-dire l'abstention quand il s'agit d'enfants non pubères, etc. Il y a une autre chose aussi qui est un peu pénible, c'est la confusion entre pubères et mineurs. Alors quelle est la confusion? La confusion pour les journaux entre pubères, c'est 13 ans, et mineurs, ce qui est 16 ans. Quand on vous apprenez qu'un archevêque américain a fait des attouchements sur un mineur, vous imaginez tout de suite, un mineur, c'est 12 ans ou c'est 11. C'est scandaleux, car la plupart du temps, c'est 16 et demi. Moi, j'ai eu 16 et demi, je me souviens très bien de ce que je voulais à 16 et demi. Si, vous voyez ce que je veux dire? Je savais sur qui je voulais sauter ou si... vous voyez ce que je veux dire? Nous, à 16 ans et demi, on fait ses propres choix. Et donc, le fait de prétendre qu'à 16 ans et demi, on est systématiquement une victime est scandaleux. En revanche, introduire l'idée que même à 40 ans, on peut être victime, ça oui. Il y a parfois abus sexuels à 40 ans. Il y a des gens naïfs dont on abuse de la naïveté. Donc, c'est par exemple, il y a une chose qui n'est jamais évoquée, c'est l'abus à l'égard des personnes handicapées en milieu semi-hospitalier. Bien sûr, tout à fait. Ça, l'abus sexuel à l'égard des handicapés, c'est un tabou absolu, mais ça existe. Mais est-ce que de la même manière, si à partir du moment où la pédophilie est génétique, c'est-à-dire il y a des caractères physiques
de mesures, de choses comme ça Non. qui permettent de la reconnaître. Et donc, elle pourrait être. Je avec pense le pas. temps Je pense que éliminée. c'est une des couleurs c'est une des couleurs du pan homosexualité, de l'arc-en-ciel en question. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas faire la différence. Vous dites simplement, il y a une règle. Oui. Ça, c'est une règle sociale. On veut pas savoir si le bon Dieu vous en veut ou non, hein, si vous a fait comme ça ou non. Mhm. La règle sociale, c'est qu'on touche pas. C'est simple. Mais pourquoi c'est une des couleurs du pan homosexualité Ben, La phrase est passée comme ça, rapidement. Mais si, mais- bah, évidemment, oui. évidemment, c'est une des couleurs. Oui. Je veux dire, c'est qu'on est une des variantes, aucun doute. Mais en même temps, je vous signale que c'est une variante qui, effectivement, affecte aussi l'hétérosexualité. Il n'y a pas que Oui, évidemment, bien sûr. Qui Donc- affecte même les femmes. Oui, Il en y a plus, aussi les, très les rare. couples, puisqu'on sait que certains couples très avinés dans le nord de la France, bah oui. Oui, 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 oui. Donc voilà. Et je veux dire, si la société est plus forte, la société n'est pas assez forte. Oui. Elle aurait dû poser cette chose-là comme un interdit absolu Mhm. dès le départ. Le seul scandale, le seul crime, à mon avis, que commet la société, c'est de mélanger le dégoût légitime que suscite cet abus Bien sûr. d'autrui avec les autres qui ne sont pas des abus, que le fait de séduire, on l'a bien vu avec notre président, de séduire un garçon de 15 ou 16 ans ou une fille, n'est pas un crime. Oui. Mais est-ce que. La question est un peu gênante, alors j'essaie de la tourner de façon bien. Mais est-ce que. Il y a dans certains types d'homosexualité une plus grande prédisposition à la pédophilie, ou pour vous ça n'a absolument aucun lien? Alors je dirais, ça n'a aucun lien, mais attention, je dirais une chose par expérience. Mhm. La pédophilie est on parle pas de pédophilie là. Moi, Oui. En fait, c'est un phénomène que je connais extrêmement mal parce que c'est même pas 1%. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a dans la tête de la pédophile au sens propre. Mm. Moi, je sais ce qu'il y a dans la tête de ceux qui aiment les jeunes pubères. C'est Gabriel Maznev, à peu près. Voilà. Voilà. Et bien très souvent, ce sont des homosexuels de type 1. Oui. De type 1. C'est-à-dire que ce sont des militaires durs en affaires, voilà. C'est pas du tout des gens haute couture. Et donc, voilà, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est une espèce d'altération de la vision de la féminité. Le jeune garçon à peine pubère étant une espèce d'image un peu altérée de la féminité. Donc, c'est des gens. D'ailleurs, il y a un exemple que je cite dans mon livre, c'est Howard Hughes, le grand passionné d'aviation richissime qui avait les moyens de ses fantasmes. Il avait un studio pour jeunes acteurs et pour jeunes actrices. Il se tapait les deux. Ah oui. Donc, c'est fascinant. David Hamilton, c'est pas vraiment de la pédophilie. David Hamilton, c'est pas de la pédophilie. David Hamilton lui-même était assez froufrouteux et c'était un mâle plutôt en peluche qui aimait les jeunes filles qui lui ressemblaient, si j'ose dire. C'est tout ça. Là, on est dans la sous-alimentation en androgène. Hein. Oui. Lui-même et ses demoiselles. Elles n'avaient pas beaucoup d'androgènes, les demoiselles Oui, de tout à fait. David Les Hamilton. deux n'avaient pas beaucoup. Donc, vous voyez, c'est assez amusant le coup des androgènes. J'en reviens à cette histoire de curseur. Quand vous prenez une jeune fille, David Hamilton et Florence Foresti, par exemple, vous voyez bien que le curseur est passé. Dans le cas de Lynn Renault, on a crevé le plafond. Alors, il y a un passage très intéressant dans votre livre. Vous expliquez finalement que la vision de l'homosexualité catholique rejoint d'un certain côté la vision freudienne de la psychanalyse. Parce que dans les deux, on est dans une idée de culpabilité. Dans les deux, on est dans une idée d'acquis, où finalement, il faut s'affranchir en comprenant la source de ses tourments. Oui. Et finalement, la confession et la psychanalyse, c'est Voilà. la même chose. Absolument. Alors, c'est là que j'en veux beaucoup à l'Église dont je fais partie. Oui. Attention, parce que je fais partie. Je reste très chrétien, mais je suis très énervé par l'Église que j'ai beaucoup fréquentée. Ce que je ne porte pas bien, c'est donc l'omission totale de cette possibilité de la génétique dans l'origine des comportements. Et donc, il n'est pas vrai de dire qu'on acquiert son comportement parce qu'on a subi telle ou telle expérience. Je vous le répète, les gens qui sont devenus généraux de corps d'armée et qui ont toujours détesté leur mère ne correspondent absolument pas au schéma freudien. Bien sûr. Donc voilà, l'Église de toute façon a une tendance détestable à adopter le langage de ses adversaires. Elle nous parle de scandales pédophiles à répétition, alors qu'il y en a dans l'Église récente qu'un seul, celui de Maciel, là, le prêtre latino-américain, Oui. avec bon. Il y a eu le scandale sur le voilà. film Grâce à Dieu. Mais il y en a très très peu. Je veux dire, c'est 1%.
je dirais même presque 1 pour 1000. Or, l'Église consent à ce qu'on emploie ce mot de pédophilie à tort et à travers, alors qu'il s'agit la plupart du temps de pédérastie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Oui. Oui. Mais alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais tous les médias, au contraire, disent aujourd'hui qu'il y a un grand silence autour de l'Église, de l'affaire Barbarin, et vous dites le contraire. L'Église, là, on parle même trop. Non, cette semaine, c'est pour ça que j'en parle. Oui. Cette semaine est sorti un livre qui s'appelle Sodoma, dont on parle beaucoup, en tout cas on le lit. C'est un livre qui fait assez gala, finalement. Il analyse très peu, il raconte qui est avec qui dit quoi à propos de qui, mais en gros, on voit que le phénomène est extrêmement répandu. On estime à 50 à 60% le nombre de prélats Vatican qui font partie de la confrérie. Pratiquants ou non pratiquants, d'ailleurs il emploie ce mot-là, qui est à mon avis un peu malvenu, mais bon. Et effectivement, il existe beaucoup d'homosexuels du clergé qui, tout en ayant un penchant pour leur propre sexe, ne penchent pas suffisamment pour tomber dans le péché. Alors ça, est-ce qu'on va leur reprocher d'exister à ces gens-là ? On va les lobotomiser pour les empêcher d'avoir une amitié pour le jeune footballeur qui vient de lui demander de l'aide ? Bon, non. L'amitié, ça ne se... S'il n'y a aucun geste déplacé, s'il y a juste une générosité, une bienveillance, d'où vient cette bienveillance ? On va quand même pas sonder les reins et les cœurs pour savoir d'où elle vient. Il y a quand même la charité chrétienne à 1000 sources, celle-là peut en faire partie. Donc quand on a fréquenté les écoles chrétiennes, on a trouvé nombre de prêtres remarquables, vaguement tentés par une tendresse exagérée à l'égard de certains de leurs élèves, et on s'en fout. Je veux dire, à partir du moment où ils n'ont pas de gestes déplacés, nous on s'en foutait en tout cas. Quand on était jeunes, d'abord c'est une chose qui était connue de tous. Il y a nos condisciples, nous à 10-12 ans, ils disaient « Oui, bah les pattes !» et ils disaient ça comme ça sur ce ton. Alors, en plus, on se soutenait les uns les autres. Quand un prêtre était un peu insistant, on ne téléphonait pas à un numéro vert. On lui faisait comprendre que non. Et puis, on faisait ça avec humour, fermeté, etc. C'était d'éducation. Or, aujourd'hui, les enfants sont plus éduqués, ils sont géniards. Ils ont la touche sur le numéro vert de leur téléphone portable. Ils n'analysent pas la chose à titre privé. Ils n'ont plus de défense. Alors c'est pour ça qu'ils appuient sur le numéro vert. Ils n'ont pas été formés par une société qui formait autrefois des guerriers de la vie. Nous faisions partie de jeunes gens qui étaient formés comme des guerriers de la vie. Nous, on savait à 10 ans qui était qui faisait quoi, quels étaient les leaders du monde. On ne nous avait pas appris ça. On le savait, on l'avait entendu dire. On lisait beaucoup. Il y a une chose... Les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont aucune culture humaine parce qu'ils n'ont jamais lu Balzac, ils n'ont jamais rien lu d'ailleurs. Oui. Bon, mais après, je comprends tout à fait par rapport, ça on pourrait d'ailleurs élargir ça au féminisme, à l'hygiénisme, au puritanisme actuel, à tout ce qu'on peut faire des hommes sous cellophane, tout bien fait. Mais est-ce que vraiment un enfant de 8 ans, on peut en faire un guerrier qui va savoir refuser ? Non, Est-ce que c'est pas aussi le charme de l'enfance d'être faible ? Sauf que, oui, mais... Ça dépend. Dans certaines familles dont j'ai pas fait partie parce que mon père était plutôt de la classe moyenne, mais il m'a fait élever parmi les grands, parmi les aristocrates. Et chez les aristocrates, c'était très naturellement expliqué aux enfants. C'était ça. Oh là là, celui-là, il est un peu biquet-bouc. Ah ben, qu'est-ce que ça veut dire, grand-père biquet-bouc ? Voilà, c'est tout. Et ça prenait 1 minute d'explication à table, c'était rigolo. Le gamin de 8 ans retenait qu'il y avait des gens dont il fallait se méfier parce qu'ils étaient biquet-bouc, puis c'est tout. Donc... aujourd'hui, on cérébralise tout, on théorise tout. Il y a toujours une flopée de psychologues femelles, pour prendre une expression américaine, female, parce que maintenant le mot femelle lui-même va être criminalisé. Donc vous avez une poignée de psychologues femmes qui viennent vous expliquer que les enfants doivent être l'objet d'un suivi psychologique quand ils sont confrontés à ces questions-là à l'âge de 8 ans. Non. Oui, mais alors c'est étonnant parce qu'au contraire, dans votre livre, vous écrivez les âmes douces et comme quoi finalement, par exemple, les homosexuels auraient, je ne sais pas, une douceur, une tendresse excessive ou une sorte d'affectivité, de sensibilité excessive et qu'ils seraient finalement harcelés par la horde de macaques complètement guerriers et beaufs. Donc alors, les enfants pourraient être dans le même cas aussi. Alors c'est plus le cas aujourd'hui que ça n'était le cas autrefois. Il y a quand même des livres absolument invraisemblables. Il y a un livre paru chez Gallimard il y a fort longtemps, en 1930, qui s'appelait Zilberman, de Jacques de Lacretelle, et qui raconte une amitié entre un Mauriac, un équivalent de Mauriac, enfin de ses 2 enfants dans un collège, et un jeune juif.
Et c'est une amitié de type amitié particulière. Mais ça, dans la France des années 20, il y avait une espèce de bienveillance générale pour la tendresse entre adolescents, pour cette bienveillance. C'était en gros, quand il y a tendresse, c'est forcément bien. Quand c'est pas, c'est ni brutal, ni sexuel, ni quoi que ce soit, que c'est vraiment sentimental, que dire, que trouver à redire. Or aujourd'hui, on trouve tout à redire. La société est devenue vraiment méchante et guerrière en ce qu'elle oblige les gamins à porter un petit blouson à 8 ans. Alors, le grand paradoxe, c'est ça. Ils portent un petit blouson, leur père leur donne un coup de poing sur l'épaule, et on leur dit qu'ils sont des grands dans la vie, mais en fait, pas du tout, puisqu'ils se mettent à chialer dès qu'ils ont eu une expérience de gens, et ils téléphonent au numéro vert, parce qu'ils n'ont pas su dire non. Incroyable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous expliquez que beaucoup d'homosexuels sont passés à l'extrême droite, parce que finalement, ils recherchent pas à l'extrême droite la brutalité ou la sécheresse de cours, mais ils recherchent justement une stabilité, un réconfort dans un monde menaçant. Non, parce que tout le Front National. non. Ce que je veux dire, c'est que vous faites un raccourci. Nous parlions tout à l'heure d'homosexuels de type 1 et de type 2. Le type 1 dont je parle, c'est donc celui qui est plutôt militaire. Oui, il ne faut pas etc. mélanger les deux, tout à fait. Alors, les homosexuels de type 1 sont ceux qui aiment l'ordre. Et ils aiment l'ordre à tous les égards. Ils aiment l'ordre dans leur vie, ils aiment l'ordre des chiffres dans leur appartement. Même si leur appartement est de mauvais goût, ils aiment bien que tout soit bien rangé. Les cuillères sont rangées dans leur... Ils séparent les petits pois et les carottes dans leur Exactement. Alors ça, malheureusement, c'est l'excès du phénomène. Ça, c'est la maladie mentale qui donne le malheureux, et ces malheureux passagers, Anders, je ne sais quoi, qui a précipité son avion sur la montagne. Ah, il avait le syndrome d'Asperger ? Mais plus que ça, il séparait, il faisait des esclandres dans les pizzerias parce qu'il séparait les anchois et les tomates sur la pizza. Donc il a fait plusieurs esclandres sur ce thème, il séparait les aliments dans l'assiette. Sa copine l'a quitté d'ailleurs pour ça, raconter tout. Il passait auprès de ses amis pilotes de la Lufthansa ou de machin pour comment ça s'appelait, Germanwings, pour un homosexuel rentré. On l'appelait Tomato Andy, ce qui veut dire, enfin c'est un mot un sobriquet en allemand qui veut dire justement homosexuel caché. Donc le type avait développé toutes sortes de comportement d'obsession de l'ordre, mais également, et j'en reviens à ça, l'obsession du vol. La raison pour laquelle il s'est suicidé finalement, il a suicidé aussi pas mal de gens avec lui, c'est qu'il ne vivait que pour voler. Et c'est cette obsession du vol, vous l'observez dans l'histoire, chez nombre de grands homosexuels hyper mentalement structurés, trop mentalement structurés, donc de type 1. Léonard de Vinci, qui passait son temps à voler, même dans ses dessins, des perspectives. Nombre de peintres de la peinture classique, mais également donc les grands aviateurs du début. Les pilotes de ligne, ça, par expérience, je peux vous dire que le pourcentage est moins élevé qu'au Vatican, mais très élevé quand même. Les pilotes du dimanche, c'est pareil. Les pilotes de voltige. Tout ça, c'est des gens dont le pourcentage d'homosexuels de type 1 est bien plus élevé que dans la moyenne de la population. Alors pareil pour les femmes pilotes. Oui. On en vient à cette fascinante aventure. Pourquoi est-ce que des femmes qui étaient en froufrou pratiquement en 1902 ou en 98 décident, quand elles sont riches, de se ruer sur l'aventure du pilotage? C'est bizarre, cette passion absolue. Bart Richard n'était pas homosexuel. Ça, je ne sais pas. Vous avez des sources ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait dans l'entourage des pilotes, des femmes pilotes de l'avant-guerre, un nombre extravagant de femmes brutales, à cravache, avec un courage énorme, et qui ont vu une sorte d'échappatoire au mariage, à la vie trop commode qu'on leur avait préparée. Eh bien, il fallait être un peu riche pour vivre ce fantasme, mais on voit très bien d'après leur tête que leurs hormones mâles s'expriment pleinement. Mais alors là, on arrive à des choses qui deviennent un peu paradoxales ou compliquées. C'est que finalement, les homosexuels de type 1, qui vont être à la limite de l'autisme, un peu syndrome d'Asperger, entre guillemets, les atypiques, vont être harcelés, brutalisés
part comme dans les hordes de macaques, tous les macaques... Non, parce que regardez ce qui se passe. J'invite les gens qui nous écoutent à voir ce film qui était ailleurs un peu ennuyeux, mais très remarquable sur le plan historique, qui s'appelle Edgar Hoover. Le film s'appelle Edgar. Il raconte le type 1 le plus absolu, qui est le chef de la CIA, fondateur du FBI, un type extrêmement redoutable qui faisait tuer les gens autour de lui, enfin pas autour de lui, mais les ennemis de l'État, qui était redouté de tous les corps américains et qui a vécu pendant 48 ans avec le même comptable qu'il avait ramassé dans un bureau à Chicago en 1932. Oui. C'est incroyable. Et donc ce type a traversé toutes les sphères américaines les plus élevées. Tout le monde savait qu'il était donc en ménage avec ce type qui avait 10 ou 20 ans de moins que lui, et dont il a d'ailleurs porté le deuil après. Enfin, c'est vraiment une histoire... eh bien, ça a été admis par la société entière parce que c'était un homosexuel de type soldat. Oui. Et elle a beaucoup moins de facilité à admettre la chose si c'est un homosexuel de type haute couture. Et justement, les homosexuels, enfin ceux qui sont de type soldat, finalement, quand ils ne trouvent plus leur dopamine dans la persécution des faibles, ils vont trouver leur dopamine en faisant la guerre. Et c'est pour ça qu'à Sparte ou à contre Xénophon, il y avait beaucoup d'homosexuels. T'as Alexandre le Grand, oui. Mais il y a le prince Eugène de Savoie, comme vous le savez, qui s'est opposé à Louis XIV, enfin plus exactement que Louis XIV a viré, et qui ensuite est revenu batailler contre Louis XIV. Mais il y en a un nombre extravagant. Alors, y compris donc moi, j'ai vécu une existence d'observateur, disons, assez actif. Et donc, j'ai beaucoup connu de militaires et j'ai beaucoup connu d'ecclésiastiques. Parce que j'aimais les deux, et j'ai été élevé parmi les prêtres, et donc par inclination et également pour ma documentation de romancier, j'ai fréquenté Rome, l'Italie, des années, hélas, de plomb, avec les attentats, etc., puis le Vatican de l'époque. Et vous avez été en poste au Vatican ? Alors, j'étais en poste à Milan, mais on passait notre temps à Rome, mais ça c'était relativement récent, il y a 10 ans, donc j'ai vu comment ça avait évolué, mais j'étais en fait, en même temps, j'étais reçu, disons, au Vatican, longtemps avant, 15 ans avant, parce que j'étais un ami parisien d'un prêtre romain, enfin d'un prélat romain assez élevé, et donc il y a un mélange à Rome entre une société richissime laïque, en l'occurrence une richissime chilienne qui avait un appartement magnifique sur les toits de Rome, avec plein de chambres d'amis. Et quand un prélat romain voulait passer un vendredi soir agréable avant de retourner au boulot le samedi matin, il y avait généralement un dîner chez la dame chilienne. Ah. Les Chiliens font toujours des choses très bien et sympathiques. Donc, ça, c'est un exemple. Mais donc, dans le livre que je viens de lire, tout ça est décrit de manière beaucoup moins poétique. Parce que moi, ce que j'ai connu, c'était remarquable. C'était remarquable de discrétion, d'incroyable culture. C'est des gens qui parlaient 4 langues. La plupart de ceux qui étaient homosexuels, ils faisaient ils enchaînaient non seulement les messes, les vêpres, les machins, etc. Ils parlaient le latin admirablement. C'était des vrais gens bienveillants, mais bienveillants, on dirait. Mais il n'y avait pas d'ambiance de débauche au sein du Vatican. Mais il y a eu plus tardivement, parce qu'en gros, la société, je vais parler un peu brutalement. Depuis les années Mitterrand, 85-90, notre société est devenue une société de merde. Il n'y a aucune raison que le Vatican ne le soit pas devenu. Car c'est les mêmes générations qui ont débarqué au Vatican avec les mêmes les téléphones portables, les rendez-vous genre Tinder, etc. Ça devient de plus en plus dégueulasse parce que la société est dégueulasse. Mais moi qui ai connu les années 70-80, dans un monde où les gens parlaient 4 langues et se vouvoyaient, etc., c'était admirable. C'était admirable de raffinement, d'équilibre, d'hypocrisie aussi, évidemment. Ce qui est moche, la raison pour laquelle ça explose en ce moment, c'est qu'il n'y a plus d'hypocrisie. Il n'y a plus de règles. Et voilà, en plus, et puis là, les prédateurs peuvent ressortir. Maintenant, là, tous les prêtres sont avec leur Tinder qui géolocalisent à 20 mètres dans le Vatican. Non, en fait, j'ai été en poste pendant une époque où il y avait un site qui s'appelait Venerabilis. Ce site était un site internet où les prêtres esselés de toute l'Italie se parlaient entre eux. C'est tout. Ils ne se donnaient pas rendez-vous. C'était il y avait des forums, puis de temps en temps, ils pouvaient se parler sur des salons un peu éloignés. Je ne sais pas ce qui se passait après, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même un grand besoin de parler à quelqu'un
de ce qu'ils étaient intimement. Est-ce que c'est pour cela qu'ils étaient moins bons quand ils faisaient les mariages dans leur église des Pouilles? À mon avis, non. Ils étaient remarquables quand même. La seule chose, c'est qu'ils avaient l'impression d'être un peu moins privés d'une moitié d'eux-mêmes quand ils parlaient à des gens qui leur ressemblaient. C'est tout. Et vous aviez dit qu'il y avait à peu près 60% à votre avis au Vatican, mais... C'est pas à mon avis, c'est le type qui a enquêté pendant 10 ans sur, 10 ans sur le sujet quand même. Hein. Ah oui. Il y a un journaliste qui s'appelle Frédéric, j'ai oublié son nom, Frédéric quelque chose, j'ai oublié son nom de famille. Le livre s'appelle Sodomas, que je trouve, c'est un titre très violent en fait le livre est assez bienveillant. Et donc il estime entre 50 et 60%. Et combien de pourcents parmi ceux-là sont, entre guillemets, des homosexuels chastes? Il y en a pas mal. Voilà. Il y en a pas mal. Ouais. Pour la raison simple, c'est que dans la vie, on connaît tous des paysans dont on se dit, ça m'étonnerait que... Bon, Ouais. ben c'est tout. C'est pareil. Quand Des généraux français. Quand on voit un archevêque, on se dit, ça m'étonnerait que... Alors, parfois, on est surpris, mais évidemment, il y a 30% des gens qui sont absolument abstinents. Mais abstinent, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas avoir la compagnie de deux jeunes prêtres qui viennent d'arriver du Chili. C'est une compagnie qui leur plaît. Et bon, voilà. C'est la même chose que quand un banquier a invité deux petits rats de l'opéra en 1880 à sa table. C'était souvent pour le plaisir du regard. Hein. Oui. Moi, j'ai une petite question. Samia. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, le discours du pape François vis-à-vis des homosexuels est beaucoup plus bienveillant que celui qu'on a eu auparavant avec des papes comme Jean-Paul II, par exemple? Il y a quand même une évolution. Oui, alors, d'abord, Jean-Paul II en était absolument entouré. Absolument entouré. Lui, il était très dur vis-à-vis de l'homosexualité. Alors, oui, mais il y a un truc que dans ce livre auquel je fais allusion, on dit quand même très clairement que la plupart de ceux qui sont les plus violents sont entourés et parfois ils sont... Alors par exemple, François a la réputation de faire tomber ceux qui sont trop violents et qui en sont quand même. Donc comme lui, évidemment, il a des oreilles partout. Quand il apprend que... C'est pour ça qu'il dit très souvent, moi, ce que je n'aime pas dans l'Église, ce sont ceux qui disent blanc alors qu'ils font noir. Alors là, pas mal d'anti-homosexuels avérés, méchants, pourfendeurs, imprécateurs, ont en fait une vie personnelle de ce type. Là, ils ne supportent pas. Quand il l'apprend, il les balance. Et donc, c'est pour ça qu'il passe pour comment dire, plus doux à l'égard des homosexuels, c'est qu'il a quand même pourfendu un grand nombre de ceux qui jouaient les imprécateurs. Et Benoît XVI? Benoît XVI, d'après le livre toujours, est un personnage de la comtesse de Ségur. C'est-à-dire que c'est un pur esprit, complètement efféminé, dans ses manières complètement efféminées. En plus, qui passait son temps à essayer des petits bonnets. Incroyable. Donc en fait, il y a un niveau d'acte manqué chez Benoît XVI qui est invraisemblable. Et pourtant, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faisait rien. Oui. Et quand il ne faisait rien, et même que l'amitié absolue qu'il avait avec ce très beau type qui s'appelait Ganstein, qui est son archevêque porte-serviette, etc. Bon. Cette amitié est à la fois fascinée et complètement chaste. Parce que le type est dans un autre ordre mental. Il faut accepter ça aussi, hein, on n'est pas... Bon, mais en même temps, de toute façon, c'était pas un personnage d'une santé mentale extrême. Hein. Mais c'est pas son frère d'ailleurs qui avait eu des soucis. Il a eu des soucis parce qu'il chapeautait une sorte de séminaire petit chanteur, etc. pendant 10 ans quand même, où il y a eu des trucs. Mais chapeauter, il était le directeur. Alors, il était probablement au courant qu'il y avait eu des choses, il les avait probablement étouffées, mais je pense pas qu'il était... Enfin, il n'y a aucune raison de prétendre qu'il était complice de quoi que ce soit. Et est-ce que vous avez vu le film Grâce à Dieu qui est sorti de François Ozon? Alors, je ne l'ai pas vu, mais je n'aime pas, moi, le fait de faire sortir quelque chose au moment où une affaire se juge. Bon, j'ai éprouvé le même genre de malaise quand Emmanuel Carrère a fait paraître le livre sur le docteur Roman. Ah. Je trouve ça scandaleux. Oui. Je veux dire... En même temps, le docteur Roman... Oui.
Je veux dire, on se sert on se sert du destin des autres quand ils sont encore vivants pour en tirer profit. Mais le roman, l'affaire était finie depuis longtemps. Mais peu Ouais. importe, je veux dire, Ouais. est-ce qu'il reversait la moitié de ses droits à, Non, bon, oui. à la famille de ceux que le docteur Roman a tués? Est-ce qu'il d'ailleurs, il a pas fait un peu le même procédé pour Limonov, où finalement Limonov est Oui, resté un oui, peu je veux dans dire, une merde totale Tout et ça, je Carrère trouve, a voilà, fait, je trouve son- tout ça, je trouve cette façon. Mais même, il y a eu aussi celui qui a parlé du tueur là. Il y a toutes sortes de livres qui s'inspirent de l'actualité, sont des livres vampires. On vampirise le destin d'autrui et il ne leur reste il ne reste plus rien. Même en prison, ils sont encore vampirisés par quelqu'un qui va faire l'important dans les émissions de 22h30 à la télé. Mais on dit que ces gens-là, quand ils sont en prison, finalement, ne rêvent que de ça. Il y a... Bon, dans le cas de Roman, ça m'étonnerait. Hein. Non. C'est lui qui a recontacté Carrère pour lui demander de faire le bouquin qu'il a... Ah bon? Oui, oui, oui. Et... Ben, ça veut dire que c'est un pervers. Oui. Alors, je crois que Michel Fourniret est un peu pervers. Voilà. Bon. Mais je veux dire, il y a de toute façon une tolérance très américaine, puisque c'est né du monde américain, à l'égard de cette exploitation du réel, exploitation fictionnelle du réel, que je trouve détestable. Le docu-fiction qui flirte avec le judiciaire, ça m'énerve. Ça devrait être bien plus réglementé. Et surtout, ça devrait être sanctionné par le public. Mais c'est pas le cas. Les gens sont friands de ça, parce que c'est... Ouais. Évidemment, nous les premiers. Mais ça fait des choses assez atroces. Par exemple, récemment, le tueur en série Michel Fourniret, comme il y avait une Ornal Lenandé qui était un peu le tueur en série en vogue, alors Fourniret s'est dit zut, je suis plus le numéro 1 dans la catégorie. Alors il a avoué 3 autres crimes pour essayer de revenir un peu en tête d'affiche. Oui, quoi. mais si la société était moins attentive à tout ça, il ne le ferait pas. Bien sûr. C'est, On peut même se demander dans quelle mesure cela influence-t-il pas les crimes et des gens parfois peuvent tuer aussi pour devenir connus ou pour réaliser un fantasme de notoriété. Ça, c'est aussi un des risques de la chose, c'est certain, c'est certain. Mais enfin bon, tout ça, pour en revenir à nos moutons, je trouve que le défaut de traitement scientifique de cette question dont nous venons de parler est un véritable aveu. C'est-à-dire que en évacuant le caractère scientifique de cette question, le Vatican, qui pourtant est aux premières loges, aurait une autorité indiscutable pour manifester publiquement sa curiosité à l'égard des conclusions scientifiques des généticiens qui travaillent sur la question en ce moment. L'Église catholique ne fait pas preuve publiquement de cette curiosité, donc elle se met au même niveau que ses bourreaux. Et quand il y a une grande enquête un peu remue-ménage sur l'homosexualité au Vatican, elle n'a pas d'arguments, elle n'a pas d'arguments moraux à citer pour contrecarrer cet accablement dont elle est victime de la part des journaux méchants, que je citais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de corps théorique derrière. Ouais. Et un journaliste très connu vous avez dit « Mais moi, je descends pas des poissons Ouais, oui, c'est honteux. ». C'était Gisbert, non ? Je sais pas. Non, c'est Gisbert. Gisbert. Vous écorchez même son nom, c'est vous dire s'il va être oublié dans pas longtemps. On ose tout. Mais c'est vrai, c'est une sorte de retour du créationnisme par derrière, quoi. Oui, c'est absurde. En fait, on a... Donc, ce que je préconise, parce que je me permets de préconiser des choses, il faut donner des... à l'âge que j'ai, je n'ai plus aucune pudeur sur cette question. Je préconise que l'Église, pour une fois, enfin une poignée de gens dans l'Église, consentent à s'apercevoir qu'il y a des saints qui sont des criminels. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les dénoncer publiquement, parce que dans la légende dorée de l'Église, un saint qui a appelé à la crucifixion de son prochain n'est pas vraiment digne de figurer dans la légende dorée. Et l'autre chose, c'est que l'Église est insuffisamment au premier plan des recherches et des interprétations sur plusieurs choses. La cosmologie, les extraterrestres, tout ça, ça devrait la préoccuper aussi. Elle devrait avoir une attitude équanime sur la question, ne rien repousser, ne rien se tenir objectivement au courant de tout. Par exemple, faire en sorte que dans tous les séminaires, il y ait des cours de cosmologie. Moi, ça m'énerve de voir que les jeunes prêtres ne connaissent pas la dimension de l'univers. C'est très énervant. Alors on va me dire, mais quel rapport ? S'il n'y a pas de rapport entre la dimension de l'univers et l'idée de Dieu, je veux bien être pendu. Ils s'intéressent pas non plus au QI tant que ça. Non, mais... Alors qu'ils pourraient. Alors, c'est là qu'on arrive à ce gouffre intéressant comme tout, du cerveau, le continent cerveau, le rapport entre la conscience et le cerveau.
la génétique et le cerveau. La génétique fabrique le cerveau fabrique la conscience, ou la conscience vient-elle de l'extérieur pour habiter le cerveau. Tout ça, ça mérite qu'on pose ces questions publiquement. Pour être un peu abrupt et un peu schématique, on a un peu assez d'entendre parler des gens qui tombent d'un âne sur le chemin de Damas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il y en a, les buissons ardents, les machins, Voilà, oui. voilà, cette légende de la Palestine biblique, évangélique, a un côté tellement détaché de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous vivons. C'est un petit peu comme de se retrouver paralytique à chaque fois qu'on va à la messe. Bien sûr. Alors, pour juste finir cette émission sur une petite anecdote, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, en 20 secondes, il y a une famille qui finalement peut être la caricature de ce que vous expliquez, c'est la famille Grimaldi, où alors là, on avait le grand-père, le prince Polignac, qui était l'amant de Marcel Proust, Albert II, qu'on connaît bien, on avait Grace Kelly, dont vous avez retrouvé le frère du fils... Non, mais comme j'avais entendu dire que c'était par le frère de la mère qu'on héritait de ce caractère, je me suis dit, c'est pas vrai, puisque Grace Kelly n'avait qu'un seul frère, qu'il est marié, qu'il avait 5 enfants. Mais non. Et si, il était marié. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un fils. Non, Si. le frère de Grace Kelly avait 5 enfants, mais il a quitté sa femme assez vite. Pour épouser qui? Un travelot à 55 ans. Et il n'a pas pu être maire de Philadelphia à cause de ça. Et voilà. Donc c'est quand même assez fascinant. Donc il y aurait effectivement dans les soupçons d'ambiguïté, en tout cas sur Elbert, sur lesquels je ne me prononce pas. Je me disais, si on applique la loi génétique, le frère de la mère, ça n'est pas vrai. En fait, là, il y a quand même un soupçon favorable. Oui. On ira mesurer son index. Merci beaucoup, chers amis. La semaine prochaine, ce sera totalement différent et plus mouvementé peut-être. Salut et fraternité.